dans les archives personnelles de Valéry Giscard d'Estaing, découverte après sa mort dans la nuit du 2 au 3 décembre 2020 dans sa demeure familiale d'Auton. Les enquêteurs sont tombés sur un manuscrit qui n'aurait jamais dû exister. Des pages dactylographiées, annotées de sa propre main, portant le titre énigmatique quote, « Zéro code, Amazon, quote 1 ». Le papier jauni par le temps, les corrections au stylo bleu, les passages entiers, barrés, puis réécrits. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un projet littéraire abandonné, ou peut-être volontairement dissimulé. Mais ce qui a glacé le sang des premiers lecteurs, c'est le contenu. Des confessions intimes sur des liaisons secrètes, des noms codés, des rendez-vous clandestins décrits avec une précision troublante. Certains passages étaient si explicites que les héritiers ont immédiatement exigé la mise sous scellé du document. Pourtant, des copies avaient déjà circulé. Qui a eu accès à ces pages avant leur disparition officielle? Pourquoi un ancien président de la République aurait-il pris le risque d'écrire de telles confessions? Et surtout, que révèlent ces lignes sur l'homme qui a dirigé la France pendant 7 années cruciales, de mai 1974 à mai 1981? L'histoire commence bien avant la découverte de ce manuscrit maudit. Elle commence dans les salons dorés de l'Élysée, où le jeune président fraîchement élu à 48 ans incarnait une nouvelle ère pour la France. Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing, ce nom à rallonge qui sentait l'aristocratie et la vieille France, avait remporté les élections présidentielles au second tour avec une marge infime. 50,6% contre 49,3% face à François Mitterrand. Une victoire arrachée de justesse qui laissait le pays divisé. Mais pour ceux qui observaient de près, cette élection n'était que la façade d'un homme bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Né le 2 février 1926 à Coblence, en Allemagne, dans la zone occupée de la Rhénanie, où son père, Edmond Giscard d'Estaing, servait comme inspecteur des finances de l'administration française, Valéry avait grandi entre deux mondes, celui de la rigueur administrative héritée de son père et celui de l'ambition aristocratique qui coulait dans ses veines. À 18 ans à peine, en août 1944, il participait déjà à la libération de Paris, un fait d'armes qu'il brandira toute sa vie comme un bouclier contre les accusations de frivolité. Mais derrière le héros de guerre, derrière le brillant technocrate élu au Parlement dès 1956, se cachait un homme rongé par une dualité déchirante. Le devoir public contre les désirs privés, la raison d'État contre les passions interdites. Les premiers mois de sa présidence furent marqués par une modernisation spectaculaire de l'image présidentielle. Giscard d'Estaing voulait être le président de la proximité, celui qui dîne chez les Français ordinaires, celui qui joue de l'accordéon à la télévision. Mais dans les coulisses du pouvoir, une toute autre réalité se dessinait. Les gardes du corps de l'Élysée, tenus au secret absolu, commençaient à remarquer des sorties nocturnes inexpliquées. Le président quittait parfois le palais par des issues dérobées, accompagné d'un seul agent de sécurité trié sur le volet pour se rendre dans des appartements privés dont les adresses n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Ces escapades, soigneusement orchestrées, duraient rarement plus de 2 heures. Au retour, le président affichait un visage impassible, comme si de rien n'était. Mais un garde du corps
dont nous tairons le nom pour des raisons évidentes, se souvient d'un détail troublant. Quote 2. Il revenait toujours avec un parfum différent sur ses vêtements. Pas le sien. Un parfum de femme. Et pas n'importe lequel. Quelque chose d'exotique, de capiteux, qui ne correspondait pas du tout à l'image de rigueur qu'il cultivait en public. Quote 3. Ce témoignage, recueilli des décennies plus tard, jette une lumière crue sur la double vie du président. Mais qui étaient ces femmes mystérieuses? Pourquoi prenaient-ils de tels risques alors que le moindre scandale pouvait faire vaciller sa présidence fragile? Et surtout, comment a-t-il réussi à maintenir ce secret pendant si longtemps, dans un pays où la presse adore traquer les frasques des puissants? La réponse se trouve peut-être dans ce fameux manuscrit Quote 4 codes Amazon, Quote 5, dont les extraits qui ont fuité révèlent un système de cryptage sophistiqué. Giscard d'Estaing, formé aux techniques de renseignement pendant la guerre, avait développé un langage codé pour désigner ses conquêtes. Amazon n'était pas un nom de femme, mais une catégorie. Les femmes de pouvoir, celles qui évoluaient dans les mêmes cercles que lui, celles pour qui une liaison avec le président représentait autant un danger qu'une tentation irrésistible. Dans ses notes, il utilisait des références géographiques pour masquer les identités. La dame de la rive gauche, l'étoile du 16e côte 11, côte 12, la rose de Neuilly, côte 13. Chaque surnom correspondait à un quartier de Paris, à un milieu social, à un réseau d'influence. Mais le plus troublant, c'est que certaines de ces femmes occupaient elles-mêmes des postes stratégiques dans l'administration, la diplomatie ou les médias. Imaginez le tableau. Un président qui entretient des relations secrètes avec des femmes qui, par leur position, ont accès à des informations sensibles, qui participent aux décisions qui façonnent le pays. Le conflit d'intérêts était colossal. Et pourtant, rien n'a jamais filtré de son vivant. Comment est-ce possible dans une démocratie moderne? Qui protégeait ses secrets? Et combien de décisions politiques ont été influencées, consciemment ou non, par ces liaisons clandestines? Pour comprendre l'ampleur du système mis en place, il faut se pencher sur le fonctionnement de la sécurité présidentielle à cette époque. Contrairement à aujourd'hui, où chaque déplacement du président est tracé, documenté, analysé, les années 70 offraient encore des zones d'ombre considérables. Le président disposait d'une marge de manœuvre personnelle que ses successeurs n'auront plus jamais. Giscard d'Estaing avait constitué autour de lui un cercle restreint de fidèles, pas plus de 5 ou 6 personnes qui connaissaient l'existence de ces escapades nocturnes. Ces hommes, choisis pour leur loyauté absolue et leur discrétion légendaire, formaient une sorte de garde prétorienne invisible. Ils organisaient les rendez-vous, sécurisaient les lieux, effaçaient les traces. L'un d'eux, que nous appellerons simplement le coordinateur, était chargé de la logistique, réserver des appartements sous de faux noms, établir des itinéraires alternatifs, prévoir des alibis en cas de problème. Un autre, le veilleur, surveillait la presse et les services de renseignement pour détecter toute fuite potentielle. Un troisième, l'effaceur, s'assurait qu'aucun document compromettant ne subsiste dans les archives officielles. Ce système, d'une efficacité redoutable, a fonctionné pendant 7 ans sans accroc majeur. Mais il reposait sur un principe dangereux, la confiance aveugle. Que se serait-il passé si l'un de ces hommes avait décidé de parler? Si l'un d'eux
avaient été approchés par un service étranger, si l'un d'eux avait tout simplement eu une crise de conscience. Le contraste entre la vie publique et la vie privée du président atteignait des sommets vertigineux. Pendant que Giscard d'Estaing prêchait la rigueur budgétaire et la modernisation de la France, pendant qu'il expliquait aux Français qu'il fallait se serrer la ceinture face à la crise pétrolière, il dépensait des sommes considérables pour maintenir son double jeu. Les appartements secrets coûtaient une fortune en loyer discret. Les cadeaux offerts à ses maîtresses, bijoux, voyages, œuvres d'art, représentaient des montants qui auraient scandalisé l'opinion publique s'ils avaient été révélés. Un ancien comptable de l'Élysée qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat évoque des lignes budgétaires fantômes, des dépenses classées sous des intitulés vagues comme frais de représentation exceptionnels ou mission confidentielle qui servaient en réalité à financer cette vie parallèle. Pour donner une idée de l'échelle, certaines de ces dépenses mensuelles équivalaient au salaire annuel d'un ouvrier français moyen de l'époque. Pendant que les familles comptaient chaque franc pour boucler les fins de mois, le président dépensait sans compter pour préserver ses secrets. Cette hypocrisie, révélée des décennies plus tard, explique en partie la rancœur tenace d'une partie de la population française envers les élites politiques. Comment faire confiance à un homme qui prêche la vertu en public tout en vivant dans le luxe et la dissimulation en privé? Mais le manuscrit Code Amazon révèle quelque chose de plus profond qu'une simple série d'aventures extra-conjugales. À travers ses confessions, Giscard d'Estaing se dépeint comme un homme prisonnier de son propre personnage. Il écrit, dans un passage particulièrement poignant, « Je suis devenu l'otage de l'image que j'ai créée, le président moderne, proche du peuple, à l'écoute des Français. Mais qui écoute le président? Qui voit l'homme derrière la fonction? Ces femmes, ces moments volés, c'étaient les seuls instants où je pouvais être moi-même, sans le poids de la République sur mes épaules. » Quote 29. Cette confession, si elle est authentique, révèle une dimension tragique du pouvoir, la solitude absolue de celui qui l'exerce. Giscard d'Estaing, malgré son arrogance apparente, malgré son assurance aristocratique, était un homme profondément seul, incapable de trouver dans sa vie officielle l'intimité et la connexion humaine dont il avait besoin. Ces liaisons n'étaient pas seulement des actes de transgression ou de désir, c'étaient des tentatives désespérées de retrouver une forme d'authenticité dans un monde de protocoles et de mensonges. Mais cette quête d'authenticité reposait elle-même sur un mensonge gigantesque, une double vie qui le condamnait à ne jamais être vraiment lui-même nulle part. Peut-on plaindre un homme qui a choisi cette voie en toute connaissance de cause? Ou doit-on le juger pour avoir trahi la confiance du peuple qui l'avait élu? Parmi les hommes qui gravitaient dans l'ombre du président, il y en avait un qui se distinguait par son influence discrète, mais déterminante. Appelons-le simplement le confident. Cet homme, dont l'identité reste à ce jour protégée par le secret défense, était plus qu'un simple organisateur de rendez-vous clandestins. C'était le dépositaire des secrets les plus intimes du président, celui à qui Giscard d'Estaing se confiait dans les moments de doute, celui qui connaissait non seulement les noms réels derrière les codes, mais aussi les émotions, les peurs, les regrets qui accompagnaient chaque liaison. Le confident tenait un journal, lui aussi, un journal parallèle,
à celui du président, mais écrit d'un point de vue extérieur, celui du témoin qui observe sans juger. Ce journal, dont l'existence n'a été révélée que récemment par un membre de sa famille, contient des détails qui corroborent et complètent le manuscrit. Quote 32. Code Amazon. Quote 33. Il y décrit un président de plus en plus paranoïaque au fil des années, obsédé par l'idée qu'un scandale pourrait éclater à tout moment et détruire sa carrière. Quote 340. Il me demandait sans cesse si j'étais certain que personne ne savait, si les précautions étaient suffisantes, si les femmes étaient fiables, écrit le confident. Il vivait dans une angoisse permanente, même si en public il affichait toujours ce sourire confiant et cette assurance aristocratique. Cette paranoïa n'était pas sans fondement. À plusieurs reprises, des journalistes ont failli mettre la main sur des preuves compromettantes. Un photographe indépendant, travaillant pour un magazine People, avait réussi à prendre des clichés du président sortant d'un immeuble du 16e arrondissement à une heure tardive, accompagné d'une femme qui n'était manifestement pas son épouse. Les photos, bien que floues, étaient suffisamment claires pour créer un scandale. Mais elles n'ont jamais été publiées. Pourquoi? Le confident révèle dans son journal qu'une intervention de haut niveau a eu lieu. Des pressions ont été exercées sur le magazine, des menaces à peine voilées concernant des contrôles fiscaux et des problèmes de distribution. Le photographe lui-même a reçu une visite de 2 hommes en costume sombre qui lui ont fait comprendre que sa carrière et peut-être sa sécurité dépendaient de sa discrétion. Les négatifs ont été rachetés à prix d'or, puis détruits. L'affaire a été étouffée avant même d'exister. Mais cet incident a marqué un tournant. Giscard d'Estaing a compris que sa chance ne durerait pas éternellement, que le système de protection qu'il avait mis en place avait des failles. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à rédiger son manuscrit, comme une forme d'assurance ou peut-être de confession anticipée. Comme s'il voulait contrôler le récit de sa propre chute avant que d'autres ne le fassent à sa place. Le manuscrit Code Amazon contient également des passages qui révèlent une dimension politique insoupçonnée de ces liaisons. Giscard d'Estaing ne choisissait pas ses maîtresses au hasard. Plusieurs d'entre elles occupaient des positions stratégiques qui lui permettaient d'obtenir des informations ou d'exercer une influence indirecte. L'une d'elles, désignée dans le manuscrit sous le nom de code la diplomate, travaillait au quai d'Orsay et avait accès à des câbles diplomatiques sensibles. Une autre, Cote 42. La journaliste Cote 43 dirigeait la rédaction d'un grand quotidien national et pouvait orienter la couverture médiatique de certains événements. Une troisième, l'industrielle Cote 45, était l'héritière d'un empire économique et pouvait faciliter des contrats ou des investissements stratégiques. Ces relations n'étaient pas de simples aventures sentimentales, c'étaient des instruments de pouvoir, des canaux d'influence parallèles aux circuits officiels. Giscard d'Estaing, avec son intelligence tactique héritée de sa formation militaire et administrative, avait compris que le pouvoir ne se limitait pas aux institutions formelles. Il se jouait aussi dans les alcôves, dans les confidences sur l'oreiller, dans les faveurs échangées entre amants. Cette instrumentalisation des relations intimes pose des questions éthiques vertigineuses. Jusqu'où un dirigeant peut-il aller pour servir ce qu'il considère comme l'intérêt national? À quel moment la manipulation devient-elle trahison?
Et ces femmes étaient-elles des victimes ou des complices conscientes de ce jeu dangereux? Le Confident révèle dans son journal un épisode particulièrement troublant qui illustre cette ambiguïté. En 1977, alors que la France négociait un contrat d'armement majeur avec un pays du Moyen-Orient, Giscard d'Estaing entretenait une liaison avec une femme d'affaires qui avait des connexions dans la région. Selon le Confident, le président aurait utilisé cette relation pour obtenir des informations sur les positions de négociation de l'autre partie, donnant ainsi à la France un avantage décisif. Le contrat a été signé dans des conditions très favorables pour Paris, rapportant des milliards de francs à l'industrie française et consolidant l'influence diplomatique du pays dans la région. Mais à quel prix? La femme en question, qui ignorait peut-être qu'elle était manipulée, a-t-elle été trahie dans sa confiance la plus intime? Et si elle le savait, si elle participait consciemment à ce jeu d'espionnage sentimental, que dit cela de la nature de leur relation? Le Confident écrit, Cote 46. J'ai vu le président après la signature du contrat. Il était satisfait, presque triomphant. Mais quand je lui ai demandé s'il avait des remords concernant la manière dont il avait obtenu ces informations, son visage s'est fermé. Il m'a simplement dit, en politique, il n'y a pas de place pour les sentiments, seulement pour les résultats. À ce moment-là, j'ai compris que l'homme que je servais était capable de tout pour servir ce qu'il considérait comme la grandeur de la France. Quote 47. Cette philosophie impitoyable explique peut-être pourquoi Giscard d'Estaing a pris tant de risques pendant ses 7 années de présidence. Pour lui, la fin justifiait les moyens, et si ces liaisons secrètes pouvaient servir les intérêts de la France, alors elles étaient non seulement acceptables, mais nécessaires. Mais cette logique contenait une faille majeure. Elle le rendait vulnérable au chantage. Si une puissance étrangère avait découvert ses secrets, elle aurait pu exercer une pression considérable sur lui. Le Confident évoque d'ailleurs des soupçons concernant les services de renseignement soviétiques. Nous avons eu des indications que le KGB s'intéressait de près à la vie privée du président, écrit-il. Des agents ont été repérés en train de surveiller certains des appartements qu'il fréquentait. Nous avons dû renforcer les mesures de sécurité et changer plusieurs fois de lieu de rendez-vous. Le président vivait dans la terreur qu'une opération de compromission soit montée contre lui, comme cela s'était produit avec d'autres dirigeants occidentaux. Cette menace permanente ajoutait une dimension géopolitique à ce qui aurait pu n'être qu'un scandale de mœurs. Les secrets intimes de Giscard d'Estaing n'étaient pas seulement une affaire personnelle ou nationale, ils étaient un enjeu de la guerre froide, une arme potentielle dans l'arsenal des services secrets ennemis. Le manuscrit quote 52 Code, Amazon, quote 53 contient un passage qui résume parfaitement cette tension permanente entre désir et danger. Giscard d'Estaing y écrit « Chaque fois que je franchissais le seuil de ces appartements secrets, je savais que je jouais avec le feu. Mais c'était précisément ce danger qui rendait ces moments si intenses, si vivants. Dans mon bureau de l'Élysée, j'étais le président, une fonction, un symbole. Dans ces chambres, j'étais un homme, avec ses faiblesses et ses désirs. Le risque de tout perdre rendait chaque instant précieux, chaque caresse chargée d'une urgence que je ne trouvais nulle part ailleurs. Était-ce
de l'inconscience, de l'arrogance, ou simplement le besoin désespéré de me sentir vivant dans un monde de protocoles et de contraintes. Quote 55. Cette confession, si elle est authentique, révèle un homme déchiré entre ses responsabilités et ses pulsions, entre la raison d'État et les besoins du cœur. Mais elle révèle aussi une forme de narcissisme troublant. Giscard d'Estaing semble avoir considéré ses propres désirs comme plus importants que les risques qu'il faisait courir à son pays. Cette hiérarchie des priorités, où le plaisir personnel prime sur la sécurité nationale, est-elle le signe d'un homme profondément égoïste ou simplement d'un être humain trop humain pour la fonction qu'il occupait? Pour la première fois en 35 ans, l'homme qui était responsable de la coordination des déplacements secrets de Valéry Giscard d'Estaing accepte de parler devant les caméras. Cet homme, que nous appellerons simplement le coordinateur pour protéger son identité et celle de sa famille, a porté ce fardeau en silence pendant des décennies. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il vit retiré dans une petite ville du sud de la France, loin des projecteurs et des intrigues parisiennes. Mais les révélations récentes concernant le manuscrit Code Amazon l'ont poussé à rompre le silence. « Je ne peux plus me taire », dit-il, les mains tremblant légèrement alors qu'il tient une tasse de café. « Pendant toutes ces années, j'ai cru que je protégeais un secret d'État. Mais maintenant que le président est mort, maintenant que ces documents circulent, je réalise que j'ai peut-être été complice de quelque chose de plus sombre que je ne le pensais. » Quote 63. Son témoignage, recueilli au cours de plusieurs entretiens, jette une lumière crue sur les mécanismes intimes du pouvoir et sur les compromis moraux que doivent faire ceux qui servent dans l'ombre. Le coordinateur décrit un système d'une complexité redoutable. Cote 64. Chaque rendez-vous nécessitait des semaines de préparation. Cote 65, explique-t-il. Cote 66. Il fallait d'abord identifier un lieu sûr, généralement un appartement loué sous un faux nom par une société écran. Ensuite, il fallait établir plusieurs itinéraires possibles pour s'y rendre, en fonction de la circulation et des risques de surveillance. Le président ne prenait jamais la voiture officielle pour ses déplacements. Nous utilisions des véhicules banalisés, souvent des voitures de location changées régulièrement. Le chauffeur était toujours le même, un homme de confiance absolue, qui ne posait jamais de questions. Moi, je suivais dans une autre voiture, à distance, pour repérer toute filature éventuelle. Une fois le président arrivé à destination, je restais en faction, à proximité, prêt à intervenir en cas de problème. Ces nuits-là, je ne dormais jamais. J'étais constamment sur le qui-vive, scrutant chaque ombre, chaque voiture qui passait, chaque silhouette suspecte. Ce témoignage révèle l'ampleur des ressources mobilisées pour maintenir le secret. Ce n'était pas une simple aventure extra-conjugale, c'était une opération de renseignement à part entière, avec tous les moyens d'un État à sa disposition. Mais le coordinateur révèle aussi les failles du système. Il y a eu des moments où j'ai cru que tout allait s'effondrer, confie-t-il. Un soir, en 1978, nous avons été suivis par une voiture inconnue. J'ai immédiatement alerté le président par radio codée. Il a dû interrompre son rendez-vous et nous avons pris un itinéraire d'évacuation prévu pour ce genre de situation. Nous avons réussi à semer la voiture suspecte, mais l'incident nous a tous secoués. Le lendemain,
j'ai appris que la voiture appartenait à un journaliste d'investigation qui enquêtait sur les déplacements nocturnes du président. Il avait réussi à obtenir des informations d'une source interne, probablement quelqu'un de l'Élysée qui avait remarqué les absences inexpliquées. Nous avons dû identifier la fuite et la colmater. La personne en question a été mutée discrètement dans un poste sans importance, loin de Paris. Mais cet épisode nous a rappelé à tous que nous marchions sur une corde raide et qu'une seule erreur pouvait tout faire basculer. Quote 71. Ce récit illustre la paranoïa permanente qui régnait au sein du cercle restreint des initiés. Ils vivaient dans un état de vigilance constante, sachant que le moindre faux pas pouvait déclencher un scandale aux proportions incalculables. Le coordinateur évoque également les dilemmes moraux auxquels il était confronté. Il y a eu des moments où je me suis demandé ce que je faisais vraiment, avoue-t-il. Cote 74. J'avais prêté serment de servir la République, de protéger le président. Mais est-ce que cela incluait de couvrir ses aventures extra-conjugales? Est-ce que j'étais en train de servir l'intérêt national ou simplement de faciliter les caprices d'un homme puissant? Ces questions me hantaient, surtout la nuit, quand j'étais seul dans ma voiture à attendre que le président termine ses rendez-vous. Je voyais les lumières s'allumer et s'éteindre dans l'appartement, et je me demandais ce qui se passait là-haut. Était-ce de l'amour, du désir, de la manipulation? Je ne le savais pas, et peut-être que je ne voulais pas le savoir. Mon rôle était de protéger, pas de juger. Mais cette distinction devenait de plus en plus difficile à maintenir au fil des années. Ce témoignage révèle la charge psychologique que portaient les hommes de l'ombre, contraints de compartimenter leur conscience pour continuer à fonctionner dans un système moralement ambigu. L'un des aspects les plus troublants du témoignage du coordinateur concerne les femmes elles-mêmes. Je les voyais arriver et repartir, dit-il. Certaines semblaient heureuses, épanouies, comme si ces rendez-vous étaient pour elles aussi des moments de liberté et de passion. D'autres avaient l'air plus tendues, plus calculatrices, comme si elles jouaient un jeu dont elles connaissaient parfaitement les règles. Et puis il y en avait quelques-unes qui semblaient perdues, presque effrayées, comme si elles réalisaient soudain dans quoi elles s'étaient embarquées. Je me souviens d'une jeune femme, en particulier, que le président voyait régulièrement pendant plusieurs mois. Au début, elle arrivait souriante, élégante, confiante. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un changement. Elle devenait de plus en plus nerveuse, regardait constamment par-dessus son épaule, sursautait au moindre bruit. Un soir, alors qu'elle sortait de l'appartement, elle s'est effondrée en larmes dans sa voiture. Je l'ai vue pleurer pendant de longues minutes avant de démarrer. Je ne l'ai plus jamais revue après cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Avait-elle été menacée? Avait-elle simplement réalisé qu'elle était devenue un pion dans un jeu qui la dépassait? Je ne le saurai jamais. Mais cette image me hante encore, aujourd'hui. Ce témoignage soulève des questions essentielles sur le consentement et le pouvoir. Quand un président de la République entretient une liaison avec une femme, peut-on vraiment parler de relations égalitaires? Le déséquilibre de pouvoir n'est-il pas tel qu'il rend toute notion de libre choix problématique? Le coordinateur semble avoir été hanté par ces questions. J'ai parfois eu l'impression d'être complice d'une forme d'abus. Cote 81, confie-t-il. Cote 822.
Pas nécessairement un abus physique ou une contrainte directe, mais un abus de position, de pouvoir, d'influence. Ces femmes savaient-elles vraiment dans quoi elles s'engageaient? Comprenaient-elles les risques qu'elles prenaient, non seulement pour leur réputation, mais aussi pour leur sécurité? Et si elles le comprenaient, était-ce vraiment un choix libre ou étaient-elles poussées par l'ambition, par la fascination du pouvoir, par la promesse de faveur ou d'avantage? Je ne peux pas répondre à ces questions, mais elles me tourmentent depuis des décennies. Cette réflexion tardive du coordinateur révèle une prise de conscience progressive de la dimension éthiquement douteuse de son rôle. Il n'était pas seulement un organisateur logistique, il était un facilitateur d'un système qui exploitait peut-être la vulnérabilité de certaines femmes face au pouvoir présidentiel. Le coordinateur révèle également des détails sur la manière dont Giscard d'Estaing gérait psychologiquement cette double vie. Quote 84. Le président avait une capacité extraordinaire à compartimenter. Quote 85, explique-t-il. Quote 86. Il pouvait sortir d'un rendez-vous secret à 2 heures du matin, rentrer à l'Élysée, dormir quelques heures et se présenter le lendemain matin à une réunion du Conseil des ministres comme si de rien n'était. Aucune trace de fatigue, aucun signe de trouble. Il était parfaitement maître de lui-même, capable de passer d'un rôle à l'autre sans transition visible. Cette capacité m'impressionnait et m'effrayait à la fois. Cela révélait une forme de dissociation, comme s'il était 2 personnes différentes habitant le même corps. Le président public, rigoureux et distant, et l'homme privé, passionné et imprudent. Je me demandais parfois laquelle de ces 2 personnes était la vraie, ou si les 2 étaient des masques cachant quelque chose de plus profond et de plus sombre. Cette observation rejoint les analyses psychologiques modernes sur les personnalités de pouvoir, qui développent souvent des mécanismes de défense sophistiqués pour gérer les contradictions entre leurs différentes identités. Mais le témoignage le plus explosif du coordinateur concerne les dernières années de la présidence de Giscard d'Estaing. À partir de 1979, j'ai remarqué un changement, raconte-t-il. Le président devenait de plus en plus imprudent, comme s'il ne se souciait plus des conséquences. Les rendez-vous se multipliaient, les précautions se relâchaient. Un soir, il m'a même dit « De toute façon, tout finira par se savoir un jour. Autant en profiter tant que c'est possible. » J'ai été choqué par ce fatalisme. C'était comme s'il avait renoncé à se protéger, comme s'il attendait presque que le scandale éclate pour être libéré du poids du secret. Cette attitude m'inquiétait profondément, car elle mettait en danger non seulement lui-même, mais aussi toutes les personnes impliquées, y compris les femmes avec qui il avait des liaisons. J'ai essayé de le raisonner, de lui rappeler les risques, mais il balayait mes objections d'un geste de la main. « Vous vous inquiétez trop », me disait-il. « J'ai tout sous contrôle. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Le contrôle lui échappait, et nous nous dirigions vers une catastrophe. Cette révélation suggère que Giscard d'Estaing, vers la fin de son mandat, était peut-être au bord d'un effondrement psychologique, épuisé par des années de double vie et de tensions permanentes. Le coordinateur conclut son témoignage par une réflexion amère sur l'héritage de cette période. Cote 92. Quand je regarde en arrière, je me demande si tout cela en valait la peine. Cote 93.
dit-il. Cote 940. Nous avons réussi à préserver le secret pendant 7 ans, à protéger la réputation du président et la stabilité de la République. Mais à quel prix? Combien de vies ont été affectées? Combien de femmes ont été utilisées? Combien de mensonges ont été nécessaires? Et maintenant que le manuscrit Code Amazon a été découvert, maintenant que les secrets commencent à sortir, je réalise que tous nos efforts n'ont servi à rien. La vérité finit toujours par émerger, d'une manière ou d'une autre. Peut-être aurions-nous dû être plus honnêtes dès le début, accepter que les dirigeants sont des êtres humains avec leurs faiblesses, plutôt que de construire cette façade de perfection qui ne pouvait que s'effondrer un jour. Quote 95. Ce témoignage, livré avec une émotion palpable, offre un regard rare sur les coulisses du pouvoir et sur les dilemmes moraux de ceux qui servent dans l'ombre. Il révèle aussi la fragilité des secrets d'État face au passage du temps et à la soif de vérité qui anime chaque génération. Mais la question demeure. Pourquoi le coordinateur a-t-il accepté de parler maintenant, après tant d'années de silence? Parce que je vieillis, répond-il simplement. Parce que je veux que mes petits-enfants sachent la vérité, même si elle n'est pas flatteuse. Parce que je crois que la démocratie ne peut fonctionner que dans la transparence et que les secrets, même les plus intimes, finissent par corrompre ceux qui les gardent. J'ai passé 35 ans à protéger un mensonge. Il est temps de le dire, pour que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Quote 99. Cette confession tardive, motivée par un mélange de remords et de désir de rédemption, ajoute une dimension humaine à une histoire qui pourrait autrement n'être qu'un catalogue de scandales. Elle nous rappelle que derrière chaque secret d'État, il y a des hommes et des femmes qui portent le poids de leur choix et qui doivent vivre avec les conséquences de leur silence ou de leurs paroles. Mais est-ce que cette confession suffit à racheter des décennies de complicité? Est-ce que la vérité, même tardive, peut réparer les dommages causés par le mensonge? Et surtout, que nous apprend cette histoire sur la nature du pouvoir et sur les sacrifices qu'il exige de ceux qui le servent. Pour la première fois en 35 ans, l'homme qui détenait les clés du plus grand secret de Valéry Giscard d'Estaing accepte de parler. Cet homme, que nous appellerons le gardien du manuscrit, était le confident ultime, celui à qui le président avait confié non seulement ses écrits les plus intimes, mais aussi la mission sacrée de décider quand et comment ces confessions verraient le jour. Aujourd'hui âgé de 78 ans, vivant retiré dans une maison discrète de la vallée de la Loire, il porte encore le poids de ce secret comme un fardeau physique. Ses mains tremblent légèrement quand il sort d'un coffre-fort personnel une enveloppe scellée à la cire rouge, portant les initiales VG gravées dans le cachet. Cette enveloppe contient les instructions finales du président concernant le manuscrit Code Amazon, des instructions qui n'ont jamais été suivies à la lettre. Pourquoi ce gardien a-t-il choisi de désobéir aux dernières volontés de l'homme qu'il servait? Que contenaient exactement ces instructions? Et surtout, que révèle ce document sur les intentions ultimes de Giscard d'Estaing concernant son héritage et sa réputation posthume? Ce témoignage va nous plonger dans les derniers mois de la vie du président, quand il préparait méticuleusement la manière dont l'histoire se souviendrait de lui, oscillant
entre le désir de transparence et la terreur de l'exposition totale. Le gardien du manuscrit décrit sa première rencontre avec le texte complet de Code Amazon, en 2018, 2 ans avant la mort du président. Valérie m'a convoqué dans sa propriété d'Auton, raconte-t-il d'une voix encore émue par le souvenir. Il avait 92 ans, mais son esprit restait vif, presque trop vif pour son corps affaibli. Il m'a conduit dans son bureau privé, a fermé la porte à clé et m'a tendu une boîte en bois précieux contenant le manuscrit. « Lisez ceci maintenant, devant moi », m'a-t-il ordonné. Cote 104. Je veux voir votre réaction. Cote 105. J'ai commencé à lire, et au fil des pages, j'ai senti mon malaise grandir. Ce n'était pas seulement des confessions sentimentales, c'était une autopsie impitoyable de sa propre âme, une dissection de ses motivations les plus sombres, de ses manipulations les plus cyniques. Il décrivait comment il avait utilisé son charme et son pouvoir pour séduire des femmes qui n'auraient jamais dû être à sa portée, comment il avait menti à son épouse pendant des décennies, comment il avait détourné des ressources publiques pour financer ses plaisirs privés. Mais il décrivait aussi sa souffrance, sa solitude, son sentiment d'être prisonnier d'un personnage qu'il avait créé et qui le dévorait de l'intérieur. Quand j'ai terminé ma lecture, plusieurs heures plus tard, j'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait avec une intensité troublante. « Alors, qu'en pensez-vous » Quote 107, m'a-t-il demandé. Dois-je détruire ce texte ou le laisser à la postérité? Cette question, posée par un homme de 92 ans face à sa propre mortalité, révèle le dilemme central qui a hanté Giscard d'Estaing pendant ces dernières années. Le gardien se souvient de sa réponse, pesée avec soin. Je lui ai dit que ce manuscrit était à la fois son plus grand acte de courage et sa plus grande trahison. Courage, parce qu'il osait dire la vérité sur lui-même, sans phare, sans excuse. Trahison, parce qu'en révélant ses secrets, il trahissait aussi toutes les personnes qui avaient partagé sa vie secrète, qui lui avaient fait confiance, qui avaient cru que leur intimité serait protégée à jamais. Je lui ai dit que s'il publiait ce texte, il serait jugé sévèrement par l'histoire, mais qu'il serait aussi respecté pour son honnêteté. S'il le détruisait, il emporterait ses secrets dans la tombe, mais il laisserait derrière lui une image incomplète, une façade qui ne correspondait pas à la réalité de sa vie. Le choix lui appartenait, mais c'était un choix qui aurait des conséquences bien au-delà de sa propre personne. Giscard d'Estaing a écouté en silence, puis il a repris le manuscrit et l'a rangé dans la boîte. « Je vais y réfléchir », a-t-il simplement dit, mais je voyais dans ses yeux qu'il avait déjà pris sa décision, même s'il n'était pas encore prêt à me la révéler. Les mois suivants ont été marqués par une série de conversations entre le président et son gardien, des échanges qui révèlent l'évolution de la pensée de Giscard d'Estaing face à son héritage. Le gardien se souvient d'une discussion particulièrement intense, en été 2019. Nous marchions dans le parc de sa propriété, lentement, car il se fatiguait vite. Il m'a parlé de sa vision de l'histoire, de la manière dont les grands hommes sont jugés par les générations futures. Il disait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, par ceux qui ont le pouvoir de contrôler le récit. Lui, il voulait écrire sa propre histoire avant que d'autres ne le fassent à sa place. Il voulait contrôler son image posthume, s'assurer que sa version des faits serait connue, même si elle n'était pas flatteuse.
Je préfère être jugé pour ce que j'ai vraiment été, plutôt que d'être idéalisé ou diabolisé sur la base de rumeurs et de demi-vérités, m'a-t-il dit. Cette phrase résume parfaitement son état d'esprit. Il avait choisi la transparence, mais une transparence contrôlée, orchestrée selon ses propres termes. C'était une forme ultime de manipulation, même de sa propre mort et de sa propre mémoire. Mais le manuscrit Code Amazon contenait un secret encore plus explosif que les simples confessions sentimentales. Un secret que le gardien hésite longuement avant de révéler. Dans les dernières pages du texte, Giscard d'Estaing évoque une liaison particulière, différente de toutes les autres, une relation qui aurait duré plusieurs années et qui aurait eu des implications politiques considérables. Cette femme, désignée dans le manuscrit sous le nom de code l'Amazone-bas, côte-bas, 115-bas, d'où le titre du texte, n'était pas une simple maîtresse. C'était, selon les écrits du président, une espionne travaillant pour un service de renseignement étranger. Le gardien, visiblement mal à l'aise, explique ce que le manuscrit révèle. Giscard d'Estaing écrit qu'il a découvert la véritable identité de cette femme plusieurs mois après le début de leur liaison. Au lieu de rompre immédiatement, comme la prudence l'aurait exigé, il a décidé de continuer la relation, mais en la transformant en un jeu d'espionnage mutuel. Il lui donnait des informations, mais des informations soigneusement sélectionnées, parfois vraies, parfois fausses, pour manipuler les perceptions de la puissance étrangère qu'elle servait. Elle faisait de même de son côté. Leur relation est devenue une forme de guerre froide, intime, où chaque caresse cachait une manipulation, où chaque confidence était calculée pour tromper l'autre. C'était, selon ses propres mots, la liaison la plus excitante et la plus dangereuse de ma vie, parce que nous savions tous les deux que nous nous trahissions mutuellement, et pourtant nous continuions, attirés par le danger autant que par le désir. Cette révélation, si elle est authentique, transforme complètement notre compréhension de la présidence Giscard d'Estaing. Ce n'était pas seulement un homme aux mœurs dissolues, c'était un joueur d'échecs géopolitiques qui utilisait même ses liaisons les plus intimes comme des instruments de politique étrangère. Le gardien révèle que cette partie du manuscrit est celle qui a causé le plus de problèmes avec les héritiers et avec les autorités. Les services de renseignement français ont été alertés de l'existence de ces passages et ont demandé qu'ils soient classifiés pour des raisons de sécurité nationale. Ils arguaient que révéler ces informations pourrait compromettre des opérations en cours ou exposer des méthodes de travail encore utilisées aujourd'hui. Les héritiers, de leur côté, craignaient que ces révélations ne transforment l'image de leur père en celle d'un traître potentiel, quelqu'un qui avait mis en danger la sécurité de la France pour satisfaire ses désirs personnels. Un compromis a finalement été trouvé. Ces passages resteraient scellés pendant 50 ans, jusqu'en 2070, date à laquelle tous les protagonistes de cette histoire seront morts depuis longtemps et où les implications géopolitiques auront perdu leur pertinence. Mais le gardien du manuscrit a fait une copie de ces passages avant qu'ils ne soient mis sous scellé, une copie qu'il conserve dans son coffre personnel. Pourquoi a-t-il pris ce risque, violant ainsi les accords conclus avec la famille et les autorités? Sa réponse révèle une conviction profonde sur le rôle de l'histoire et de la vérité. J'ai fait cette copie
parce que je crois que la vérité ne doit pas être enterrée, même si elle est dérangeante, même si elle remet en question nos certitudes. Giscard d'Estaing a écrit ce texte pour qu'il soit lu, pour que son histoire complète soit connue. En acceptant de le censurer, même partiellement, nous trahissons son intention. Je ne publierai pas cette copie de mon vivant, car je ne veux pas causer de tort aux personnes encore vivantes qui sont mentionnées. Mais j'ai pris des dispositions pour qu'elle soit transmise à des historiens de confiance après ma mort, avec instruction de la rendre publique au moment qu'ils jugeront approprié. C'est ma manière de respecter à la fois la volonté du président et ma propre conscience. Cette décision solitaire, prise par un homme qui n'a aucune autorité officielle, mais qui détient un pouvoir considérable par le simple fait de posséder ces documents, illustre la fragilité des systèmes de contrôle de l'information et la manière dont les secrets finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par échapper à ceux qui tentent de les contenir. Le Gardien révèle également que Giscard d'Estaing avait préparé une série de lettres personnelles adressées à certaines des femmes avec qui il avait eu des liaisons, des lettres qui devaient leur être remises après sa mort. Ces lettres, dont le Gardien a supervisé la distribution, contenaient des excuses, des explications, parfois des aveux de manipulation ou de mensonges. Certaines femmes ont accepté de recevoir ces lettres, d'autres ont refusé, ne voulant pas rouvrir des blessures anciennes. Une de ces femmes, contactée par le Gardien, a accepté de témoigner anonymement de sa réaction à la lettre qu'elle a reçue. C'était étrange de recevoir des excuses d'un homme mort, dit-elle. Dans sa lettre, il reconnaissait m'avoir utilisé, m'avoir menti sur ses sentiments, m'avoir fait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Il disait qu'il regrettait, qu'il avait été prisonnier de son propre personnage, incapable de distinguer entre l'amour véritable et le jeu de pouvoir. Lire ces mots m'a fait ressentir un mélange de colère et de tristesse. Colère parce que ces excuses venaient trop tard, qu'elles ne pouvaient pas réparer les années de souffrance et de confusion que j'avais vécues. Tristesse parce que je réalisais que lui aussi avait souffert, à sa manière, prisonnier d'un système qu'il avait créé mais qui le dépassait. Je ne sais pas si je lui pardonne. Peut-être que le pardon n'est pas la bonne question. Peut-être qu'il s'agit simplement d'accepter que nous avons tous été pris dans quelque chose de plus grand que nous et que nous avons tous payé un prix pour cela. Les derniers mois de la vie de Giscard d'Estaing ont été marqués par une obsession croissante pour son héritage et pour la manière dont il serait jugé par l'histoire. Le Gardien décrit des conversations de plus en plus fréquentes, où le président revenait sans cesse sur les mêmes questions. Ai-je bien fait d'écrire ce manuscrit? Ai-je trahi les personnes qui m'ont fait confiance? Serais-je jugé comme un monstre ou comme un homme simplement trop humain pour la fonction qu'il occupait? Ces questions le hantaient, le privaient de sommeil, le plongeaient dans des états de mélancolie profonde. Il oscillait entre des moments de fierté, où il se félicitait d'avoir eu le courage de dire la vérité, et des moments de regret intense, où il envisageait de détruire le manuscrit et toutes les copies existantes. Cette instabilité émotionnelle révèle un homme profondément tourmenté, incapable de trouver la paix même face à sa mort imminente. Le Gardien se souvient d'une de leurs dernières conversations, quelques semaines avant la mort du président, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2020.
Il m'a dit « J'ai passé ma vie à construire des façades, à jouer des rôles, à mentir pour protéger mon image. Maintenant, à la fin, j'ai choisi de tout révéler, de briser toutes les façades. Mais je me demande si ce n'est pas la plus grande manipulation de toutes, si je ne suis pas en train de créer une nouvelle façade, celle de l'homme honnête qui avoue ses péchés. Peut-être que je ne serai jamais capable d'être simplement moi-même, sans calcul, sans stratégie. Peut-être que c'est le prix du pouvoir. On perd la capacité d'être authentique, même quand on essaie désespérément de l'être. Dans les derniers jours de sa vie, Valéry Giscard d'Estaing a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a convoqué un prêtre. Cet homme, qui s'était toujours présenté comme un catholique modéré, presque agnostique dans sa pratique, qui avait construit sa carrière politique sur une image de modernité et de rationalité laïque, a soudain ressenti le besoin de se confesser selon les rites de l'Église. Le prêtre en question, un homme discret qui officie dans une petite paroisse rurale près d'Auton, a accepté de témoigner sous condition d'anonymat, respectant le secret de la confession tout en révélant certains aspects de cette rencontre extraordinaire qui ne violant pas ce secret sacré. Ce témoignage va nous plonger dans les dernières heures d'un homme face à sa propre mortalité, cherchant désespérément une forme de rédemption ou peut-être simplement de compréhension. Que s'est-il dit dans cette chambre où un ancien président de la République, affaibli par l'âge et la maladie, a ouvert son âme à un représentant de Dieu? Quelles questions a-t-il posées sur le pardon, sur le jugement, sur la possibilité de racheter une vie marquée par le mensonge et la manipulation? Et surtout, a-t-il trouvé la paix qu'il cherchait ou est-il parti avec ses tourments intacts? Le prêtre décrit l'atmosphère de cette rencontre avec des mots choisis avec soin. Quand je suis arrivé à sa demeure en ce matin de novembre 2020, j'ai été frappé par le contraste entre la grandeur des lieux et la fragilité de l'homme que j'allais rencontrer. On m'a conduit dans sa chambre, une pièce sobre malgré l'élégance de la maison. Il était allongé dans son lit, très pâle, respirant avec difficulté. Mais ses yeux étaient vifs, presque fiévreux. Il m'a fait signe de m'asseoir près de lui et m'a dit d'une voix faible mais claire: « Mon père, je ne sais pas si je crois encore en Dieu, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un qui représente quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui peut peut-être donner un sens à ce que j'ai vécu. » Côte 121. Cette ouverture, à la fois humble et orgueilleuse, résume parfaitement la personnalité complexe de Giscard d'Estaing. Même dans la confession, même face à la mort, il gardait une forme de distance intellectuelle, une incapacité à se livrer complètement sans analyser et commenter son propre processus de révélation. Le prêtre ne peut pas révéler le contenu exact de la confession, mais il peut parler des thèmes généraux qui ont été abordés. Il a beaucoup parlé de trahison, dit-il. Pas seulement la trahison qu'il avait commise envers son épouse ou envers les femmes avec qui il avait eu des liaisons, mais une trahison plus profonde, plus existentielle. Il se sentait comme s'il avait trahi sa propre essence, comme s'il avait passé sa vie à être quelqu'un d'autre que ce qu'il aurait dû être. Il évoquait le poids des attentes, la pression de la fonction présidentielle, l'impossibilité d'être simplement humain quand on est élevé au rang de symbole national. Il disait qu'il avait cherché dans ses liaisons secrètes
une forme d'authenticité, un espace où il pouvait être lui-même, sans le masque du pouvoir. Mais il réalisait maintenant que même ces moments d'intimité étaient contaminés par le mensonge, que même là, il jouait un rôle, celui de l'amant passionné, du séducteur irrésistible. Il se demandait s'il avait jamais été vraiment lui-même, ou s'il avait passé toute sa vie à jouer des personnages différents selon les circonstances. Cette quête d'authenticité perdue, cette nostalgie d'un moi véritable qui n'avait peut-être jamais existé, était au cœur de sa souffrance. Le prêtre révèle également que Giscard d'Estaing a posé des questions théologiques profondes sur la nature du pardon et de la rédemption. Il voulait savoir si Dieu pouvait pardonner quelqu'un qui avait consciemment, délibérément, blessé tant de personnes pour satisfaire ses propres désirs. Il voulait savoir si le repentir tardif, exprimé seulement face à la mort, avait une valeur quelconque, ou s'il n'était qu'une forme de lâcheté, une tentative désespérée d'échapper au jugement en faisant semblant de regretter. Je lui ai répondu, selon la doctrine de l'Église, que le pardon de Dieu est infini, qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir sincèrement. Mais je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Il me disait, « Comment puis-je savoir si mon repentir est sincère, ou s'il n'est qu'une dernière manipulation, une dernière tentative de contrôler mon image, même devant Dieu ?» Quote 123. Cette question révèle une lucidité troublante sur ses propres mécanismes psychologiques, une conscience aiguë de sa propre capacité à se mentir à lui-même. C'était un homme qui avait passé sa vie à manipuler les autres et qui se demandait maintenant s'il n'avait pas fini par se manipuler lui-même au point de ne plus savoir distinguer la vérité du mensonge, même dans ses propres pensées et sentiments. Le prêtre évoque un moment particulièrement poignant de leur conversation. À un moment, il m'a demandé de lire un passage de l'Évangile, celui de la femme adultère que Jésus sauve de la lapidation, en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Quote 125. Après la lecture, il est resté silencieux pendant de longues minutes, les larmes coulant sur ses joues. Puis il a dit, quote 126. J'ai passé ma vie à juger les autres, à les manipuler, à les utiliser. Maintenant, c'est moi qui suis jugé, par l'histoire, par ceux que j'ai blessés, peut-être par Dieu. Et je réalise que je n'ai aucune pierre à jeter, que je suis aussi coupable, sinon plus, que ceux que j'ai condamnés dans mon cœur. Quote 127. Cette prise de conscience, cette acceptation de sa propre culpabilité sans chercher à se justifier ou à minimiser ses actes, était peut-être le moment le plus authentique de toute notre conversation. Pour la première fois, j'avais l'impression de voir l'homme derrière tous les masques, un homme brisé, vulnérable, cherchant désespérément une forme de rédemption qu'il ne savait pas s'il méritait ou s'il pouvait obtenir. Le prêtre révèle que Giscard d'Estaing a également parlé de son épouse, Anne Emon, avec qui il était marié depuis 1952, soit 68 ans au moment de cette conversation. Il exprimait une culpabilité immense envers elle, reconnaissant qu'il l'avait trahie pendant des décennies, qu'il avait gâché ce qui aurait pu être une relation authentique et profonde par son incapacité à rester fidèle. Mais il disait aussi quelque chose de surprenant, qu'elle savait, qu'elle avait toujours su, ou du moins qu'elle avait deviné depuis longtemps. Il n'en avait jamais parlé ouvertement. Maintenant, une fiction de normalité conjugale
pour préserver les apparences et protéger leur famille. Cette révélation suggère que le mensonge ne concernait pas seulement le public français, mais s'étendait jusque dans l'intimité du couple présidentiel, créant une forme de complicité silencieuse dans la dissimulation. Le prêtre se souvient des mots exacts du président sur ce point. Quote _ 128. Elle a été plus forte que moi. Elle a choisi de rester, de maintenir notre famille unie, malgré tout ce qu'elle savait ou soupçonnait. Moi, j'ai été faible. J'ai choisi le plaisir éphémère plutôt que l'amour durable. Et maintenant, à la fin, je réalise ce que j'ai perdu, ce que j'ai gâché par mon égoïsme et mon arrogance. Quote 129. Le prêtre conclut son témoignage par une réflexion sur l'état d'esprit de Giscard d'Estaing dans ses derniers jours. Je ne peux pas dire s'il a trouvé la paix qu'il cherchait. Je peux seulement dire qu'il a essayé, sincèrement, je crois, de faire face à la vérité de sa vie, sans phare, sans excuse. C'est déjà beaucoup pour un homme qui a passé des décennies à construire des façades et à fuir la vérité. Quand je l'ai quitté ce jour-là, après lui avoir donné l'absolution selon les rites de l'Église, il m'a serré la main et m'a dit « Merci, mon Père. Je ne sais pas si Dieu me pardonnera, mais au moins j'ai essayé d'être honnête, pour une fois dans ma vie. » Quelques semaines plus tard, j'ai appris sa mort. J'ai prié pour son âme, comme je le fais pour tous ceux qui me confient leurs péchés et leurs souffrances. Mais je prie aussi pour tous ceux qu'il a blessés, pour toutes les vies qu'il a affectées par ses choix. Car au final, ce n'est pas seulement son âme qui compte, mais aussi toutes les âmes qu'il a touchées, pour le meilleur et pour le pire. Ce témoignage, livré avec une compassion évidente, mais aussi une lucidité sur les limites du pardon humain, offre un portrait final de Giscard d'Estaing, comme un homme profondément imparfait, conscient de ses fautes mais incapable de les réparer, cherchant une rédemption qui lui échappait peut-être jusqu'au bout. Imaginez une liste manuscrite, griffonnée à l'encre noire sur du papier à en-tête de l'Élysée, cachée pendant des décennies dans un coffre-fort personnel. Cette liste n'était pas un inventaire de courses ou un aide-mémoire banal. C'était une liste de noms, 15 noms précisément, accompagnés de dates et de codes mystérieux. Cette liste a été découverte après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, dans un compartiment secret de son bureau personnel à Autun. Les héritiers, en la trouvant, ont immédiatement compris sa nature explosive et ont tenté de la faire disparaître. Mais une copie avait déjà été réalisée par un membre du personnel de maison, qui l'a transmise à un journaliste d'investigation. Cette liste, dont l'authenticité a été confirmée par des experts en graphologie, révèle quelque chose de terrifiant. C'était une liste de personnes que Giscard d'Estaing considérait comme des menaces potentielles, des individus qui détenaient des informations compromettantes et qui devaient être neutralisés d'une manière ou d'une autre. Qui étaient ces 15 personnes? Que leur est-il arrivé? Et surtout, cette liste était-elle un simple exercice paranoïaque ou un véritable plan d'action qui a été mis en œuvre? Cette découverte va nous plonger dans l'aspect le plus sombre de la présidence Giscard d'Estaing, celui où la protection du secret devient une obsession qui justifie potentiellement des actes répréhensibles. Un journaliste d'investigation qui a eu accès à cette liste décrit son contenu avec une précision glaçante. Les 15 noms
incluait des journalistes qui avaient enquêté sur la vie privée du président, des anciens membres du personnel de l'Élysée qui avaient quitté leur poste dans des circonstances troubles, 2 anciennes maîtresses qui avaient menacé de parler, et même un membre du cercle des 12 qui était soupçonné de déloyauté. À côté de chaque nom, il y avait une date et un code. Traité, suivi d'une date, ou quote, underscore, 136, quote, en cours, quote, underscore, 137, quote, ou parfois simplement un point d'interrogation. L'interprétation la plus évidente de ces codes est terrifiante. Ils indiqueraient que des actions ont été entreprises contre ces personnes, des actions destinées à les faire taire ou à les neutraliser d'une manière ou d'une autre. Le journaliste a tenté de retrouver ces 15 personnes pour vérifier ce qui leur était arrivé. Les résultats de son enquête sont troublants. 3 d'entre elles sont mortes dans des circonstances suspectes dans les années qui ont suivi l'établissement de la liste. 5 ont quitté la France précipitamment et vivent aujourd'hui à l'étranger sous de fausses identités. 4 ont été victimes de scandales professionnels ou personnels qui ont détruit leur crédibilité. Et 3 seulement semblent avoir échappé à toute forme de représailles, peut-être parce que le code à côté de leur nom était un point d'interrogation, indiquant que la décision de les traiter n'avait pas encore été prise. Le veilleur, confronté à l'existence de cette liste, nie d'abord toute connaissance de son existence, puis finit par admettre qu'il en avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais vu le document lui-même. Je savais que le président tenait une sorte de registre mental des personnes qu'il considérait comme dangereuses, confie-t-il avec réticence. Mais je ne savais pas qu'il avait mis cela par écrit. C'était incroyablement imprudent de sa part, car un tel document, s'il était découvert, constituerait une preuve accablante de quoi exactement? Je ne sais pas. De paranoïa? De volonté de nuire? De complicité dans des actes criminels? Je ne peux pas croire que le président ait ordonné des actions violentes contre ces personnes. Ce n'était pas son style. Il préférait les méthodes subtiles, la manipulation, le chantage, la destruction de réputation. Mais je ne peux pas exclure que certains de ses subordonnés, dans leur zèle à le protéger, aient pris des initiatives qui dépassaient ses instructions. C'est le danger des systèmes basés sur la loyauté aveugle. Les ordres implicites sont parfois interprétés de manière extrême par ceux qui veulent prouver leur dévouement. Cette explication, qui tente de dédouaner le président en rejetant la responsabilité sur des subalternes trop zélés, est un classique de la défense des dirigeants accusés d'abus de pouvoir. Mais elle soulève une question fondamentale. Un dirigeant peut-il être tenu responsable des actes commis en son nom, même s'il ne les a pas explicitement ordonnés? L'un des noms sur la liste est particulièrement intrigant. Celui d'un ancien conseiller de l'Élysée qui a quitté son poste en 1979 et qui est mort dans un accident de voiture suspect quelques mois plus tard. Cet homme, que nous appellerons le dissident, avait exprimé publiquement son désaccord avec certaines politiques du président et avait laissé entendre qu'il détenait des informations compromettantes qu'il pourrait révéler si on le poussait à bout. Le rapport de police sur son accident conclut à une perte de contrôle du véhicule due à une vitesse excessive, mais plusieurs éléments troublants n'ont jamais été expliqués. Les freins de la voiture avaient été récemment révisés
mais ont mystérieusement lâché. Des témoins ont rapporté avoir vu une autre voiture suivre celle du dissident juste avant l'accident, et le corps a été incinéré avec une rapidité inhabituelle, empêchant toute autopsie approfondie. Un ancien enquêteur qui a travaillé sur ce dossier, aujourd'hui à la retraite, accepte de parler sous couvert d'anonymat. « J'ai toujours eu des doutes sur cet accident, dit-il. Trop de coïncidences, trop d'éléments qui ne collaient pas. Mais quand j'ai voulu approfondir l'enquête, j'ai reçu des pressions d'en haut pour classer l'affaire. On m'a fait comprendre que certaines questions ne devaient pas être posées, que certaines pistes ne devaient pas être suivies. J'étais jeune, j'avais une carrière à protéger, alors j'ai obéi. Mais cette affaire m'a hanté pendant des années. Maintenant que je vois ce nom sur la liste de Giscard d'Estaing, avec la mention « traité » et une date qui correspond à quelques semaines avant l'accident, je me demande si nous n'avons pas fermé les yeux sur un meurtre déguisé en accident. Cette accusation, si elle était prouvée, transformerait radicalement notre perception de Giscard d'Estaing, le faisant passer du statut de président aux mœurs dissolues à celui de dirigeant potentiellement impliqué dans des actes criminels graves. Mais les preuves sont fragmentaires, circonstancielles, insuffisantes pour établir une culpabilité juridique. C'est le problème avec les secrets d'État. Ils sont conçus pour être indémontrables, pour laisser juste assez de doutes pour que les accusations ne puissent jamais être définitivement prouvées. Le coordinateur, interrogé sur cette affaire spécifique, refuse de commenter directement, mais il offre une réflexion générale sur les limites de ce que le système de protection du président était prêt à faire. Il y avait des lignes rouges que nous ne devions pas franchir, dit-il. La violence physique en faisait partie. Nous n'étions pas des tueurs, nous étions des protecteurs. Notre mission était de préserver les secrets du président, pas d'éliminer physiquement ceux qui les menaçaient. Mais je ne peux pas parler pour tous ceux qui gravitaient dans l'orbite du pouvoir. Il y avait des cercles plus sombres, des gens que nous ne connaissions pas, qui opéraient peut-être selon des règles différentes. Si des actes violents ont été commis, ils l'ont été sans notre connaissance et sans notre participation. Cette dénégation, tout en admettant l'existence possible de cercles plus sombres, suggère une structure de pouvoir à plusieurs niveaux, où les actions les plus répréhensibles étaient déléguées à des acteurs dont l'existence même était niée par les responsables officiels. La découverte de cette liste a également ravivé l'intérêt pour d'autres morts suspectes survenues pendant ou après la présidence Giscard d'Estaing. Un journaliste d'investigation qui enquêtait sur les finances secrètes de l'Élysée a été retrouvé mort dans son appartement en 1982, officiellement d'une crise cardiaque, mais son ordinateur et tous ses dossiers avaient disparu. Une ancienne maîtresse du président, qui avait menacé d'écrire un livre révélateur, est morte d'une overdose de médicaments en 1985, dans ce qui a été classé comme un suicide. Mais sa famille a toujours maintenu qu'elle n'était pas suicidaire et qu'elle avait reçu des menaces dans les semaines précédant sa mort. Un ancien garde du corps qui avait quitté le service présidentiel dans des circonstances conflictuelles a disparu en 1987 et n'a jamais été retrouvé. Aucune de ces affaires n'a été résolue de manière satisfaisante, et toutes présentent des éléments troublants qui suggèrent une intervention extérieure.
Sont-elles liées à la liste découverte dans le bureau de Giscard d'Estaing? Impossible à prouver définitivement, mais les coïncidences sont suffisamment nombreuses pour alimenter les soupçons et les théories du complot. Le gardien du manuscrit, confronté à l'existence de cette liste, révèle que Giscard d'Estaing lui en avait parlé lors d'une de leurs dernières conversations. Il m'a dit que cette liste était son plus grand regret, raconte-t-il. Pas parce qu'il regrettait d'avoir identifié ces personnes comme des menaces, mais parce qu'il regrettait d'avoir mis cela par écrit. Il disait que c'était un moment de faiblesse, de paranoïa excessive, où il avait cédé à la tentation de tout contrôler, de tout planifier, même les aspects les plus sombres de la protection de ses secrets. Il m'a assuré que cette liste n'avait jamais été utilisée comme un plan d'action, qu'elle était simplement un exercice mental, une manière de gérer son anxiété en identifiant et en catégorisant les menaces potentielles. Mais quand je lui ai demandé ce que signifiaient les codes traités et en cours, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a simplement dit « Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. Si vous révélez cette liste après ma mort, assurez-vous de préciser qu'elle ne reflète qu'un état d'esprit, pas des actions réelles. » Cette demande, formulée comme une instruction, mais ressemblant davantage à une supplication, révèle un homme conscient que cette liste pourrait détruire définitivement sa réputation posthume, transformant son héritage de président modernisateur en celui d'un dirigeant paranoïaque et potentiellement criminel. La question qui hante tous ceux qui ont eu connaissance de cette liste est la suivante. Devait-elle être révélée au public? D'un côté, elle constitue un document historique important qui éclaire les méthodes de protection du pouvoir et les dérives potentielles d'un système basé sur le secret absolu. De l'autre, sa révélation cause un tort considérable à la mémoire d'un homme mort qui ne peut plus se défendre, et elle ravive des douleurs pour les familles des personnes mentionnées sur la liste. Le journaliste qui a obtenu une copie de la liste a finalement décidé de la publier, mais en floutant certains noms et en omettant les détails les plus compromettants. Cette décision de compromis a satisfait personne. La défenseur de Giscard d'Estaing l'accuse d'avoir diffamé un ancien président sur la base de preuves insuffisantes, tandis que les partisans de la transparence totale l'accusent d'avoir censuré des informations d'intérêt public. Cette controverse illustre parfaitement le dilemme éthique auquel sont confrontés les journalistes et les historiens quand ils traitent de secrets d'État. Jusqu'où peut-on aller dans la révélation de la vérité sans causer des dommages disproportionnés? Et qui a le droit de décider où se situe cette limite? Quand le pouvoir s'effondre, quand les secrets commencent à fuir malgré toutes les précautions, quand la mort approche et que les comptes doivent être rendus, que reste-t-il d'un homme qui a passé sa vie à construire des façades? Valéry Giscard d'Estaing est mort dans la nuit du 2 au 3 décembre 2020, officiellement des complications liées à la COVID-19 dans sa demeure familiale d'Auton. Il avait 94 ans et avait vécu assez longtemps pour voir son monde s'effondrer lentement autour de lui. Les dernières années de sa vie ont été marquées par une série de révélations embarrassantes. Des accusations de harcèlement sexuel portées par une journaliste allemande en 2018. Des enquêtes sur des cadeaux somptueux
reçus de dictateurs africains pendant sa présidence, et finalement, après sa mort, la découverte du manuscrit Code Amazon qui a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Mais au-delà de ces scandales, que nous révèle la fin de Giscard d'Estaing sur la nature du pouvoir, sur le prix de l'ambition, sur la possibilité ou l'impossibilité de la rédemption. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé dans ces dernières années dressent le portrait d'un homme profondément isolé, coupé de la plupart de ses anciens alliés politiques, entouré principalement de sa famille et de quelques fidèles qui avaient traversé les décennies avec lui. Le gardien du manuscrit décrit des visites de plus en plus mélancoliques. Il passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre de son bureau, perdu dans ses pensées. Il relisait ses vieux discours, feuilletait des albums photos de sa présidence, comme s'il essayait de se reconnecter à cette période où il était au sommet de sa puissance. Mais il y avait aussi beaucoup d'amertume. Il se plaignait d'avoir été oublié par l'histoire, d'être devenu une note de bas de page dans les livres d'histoire, éclipsé par ses prédécesseurs et ses successeurs. Il disait que la France avait la mémoire courte, qu'elle ne se souvenait que des grands héros et des grands méchants, pas des présidents ordinaires qui avaient simplement fait leur travail. Cette quête de reconnaissance posthume, ce besoin d'être jugé important par l'histoire, révèle une vanité qui n'avait pas diminué avec l'âge. Même face à la mort, Giscard d'Estaing restait obsédé par son image, par la manière dont il serait perçu par les générations futures. Mais il y avait aussi des moments de lucidité brutale, où le masque tombait complètement. Le prêtre qui l'a confessé se souvient d'une phrase particulièrement révélatrice. Il m'a dit « J'ai passé ma vie à courir après quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris. Le pouvoir, l'amour, la reconnaissance, je ne sais pas. Et maintenant que je suis au bout du chemin, je réalise que j'ai couru dans la mauvaise direction, que j'ai sacrifié ce qui comptait vraiment pour des choses qui n'avaient aucune importance. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour réparer ce que j'ai cassé. Quote 153. Cette confession d'échec existentiel, venant d'un homme qui avait atteint le sommet du pouvoir politique, qui avait été président de la République française, qui avait côtoyé les plus grands dirigeants mondiaux de son époque, est d'une tristesse poignante. Elle suggère que le succès extérieur, la gloire publique, ne garantissent en rien la paix intérieure ou le sentiment d'avoir vécu une vie pleine de sens. Les derniers jours de Giscard d'Estaing ont été marqués par une détérioration physique rapide. Le gardien du manuscrit décrit des visites où le président était à peine conscient, dérivant entre le sommeil et l'éveil, murmurant parfois des phrases incohérentes, des noms de personnes disparues depuis longtemps, des fragments de souvenirs qui remontaient à la surface de manière désordonnée. Dans ces moments de confusion, les barrières qu'il avait maintenues toute sa vie s'effondraient. Il parlait de choses qu'il n'aurait jamais évoquées en pleine possession de ses moyens, des regrets concernant des décisions politiques, des remords concernant des personnes qu'il avait blessées, des peurs concernant le jugement qui l'attendait après la mort. C'était comme si, en perdant le contrôle de son esprit, il perdait aussi le contrôle de ses secrets, comme si tout ce qu'il avait réprimé pendant des décennies remontait à la surface dans un flot incontrôlable. Ces moments étaient difficiles à observer, car ils révélaient la fragilité ultime de l'homme
derrière le personnage public, la vulnérabilité absolue de tout être humain face à la dissolution finale. La mort elle-même est survenue paisiblement, selon les témoignages de la famille. Il s'est éteint dans son sommeil, entouré de ses proches, sans souffrance apparente. Mais cette mort paisible contraste cruellement avec la tempête qui a suivi. La découverte du manuscrit Code Amazon, quelques jours après les funérailles, a déclenché une controverse médiatique intense. Les défenseurs de Giscard d'Estaing ont dénoncé une violation de sa vie privée, une exploitation indécente de confessions intimes qui n'auraient jamais dû être rendues publiques. Ses détracteurs ont salué cette révélation comme une victoire de la vérité sur le mensonge, une démystification nécessaire d'un homme qui avait trompé le peuple français pendant des décennies. Entre ces deux positions extrêmes, la plupart des Français ont réagi avec un mélange de fascination et de malaise, attirés par les révélations scandaleuses, mais aussi gênés par l'impression de violer l'intimité d'un mort. Cette réaction ambivalente reflète peut-être notre propre ambivalence face aux questions de pouvoir, de sexualité, de mensonge et de vérité. Nous voulons connaître les secrets des puissants, mais nous sommes aussi mal à l'aise avec ce que cette connaissance révèle sur la nature humaine et sur nos propres faiblesses. Les conséquences de ces révélations se sont étendues bien au-delà de la réputation personnelle de Giscard d'Estaing. Plusieurs des femmes mentionnées dans le manuscrit, même sous des noms de code, ont été identifiées par des journalistes d'investigation. Certaines ont accepté de parler publiquement, confirmant ou nuançant les récits du président. D'autres ont refusé tout commentaire, se retirant encore plus profondément dans le silence. Quelques-unes ont porté plainte contre les médias pour violation de leur vie privée, arguant qu'elles n'avaient jamais consenti à ce que leurs histoires intimes soient exposées au public. Ces réactions diverses illustrent la complexité éthique de la situation. Les femmes impliquées dans ces liaisons sont-elles des victimes dont la vie privée doit être protégée, ou sont-elles des actrices de l'histoire dont les témoignages sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement du pouvoir? La réponse n'est pas simple, et elle varie probablement d'un cas à l'autre, selon les circonstances spécifiques de chaque relation, et selon la manière dont chaque femme perçoit rétrospectivement son expérience. L'héritage politique de Giscard d'Estaing a également été réévalué à la lumière de ces révélations. Certains historiens arguent que ces réformes modernisatrices, l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans, la légalisation de l'avortement, la libéralisation de l'économie, doivent être jugées indépendamment de sa vie privée, que séparer l'homme public de l'homme privé est essentiel pour une évaluation historique équitable. D'autres soutiennent au contraire que l'hypocrisie fondamentale d'un président qui prêchait la modernité et la transparence tout en maintenant une vie secrète basée sur le mensonge et la manipulation discrédite l'ensemble de son héritage, que l'intégrité personnelle est indissociable de l'intégrité politique. Ce débat, qui fait rage dans les médias français et dans les cercles académiques, reflète des questions plus larges sur la manière dont nous jugeons les dirigeants historiques, sur les critères que nous utilisons pour évaluer leur succès ou leur échec, sur la possibilité de séparer les réalisations publiques des défaillances privées. Un aspect particulièrement troublant de l'héritage de Giscard d'Estaing concerne les précédents qu'il a établis en matière de secret présidentiel
et de manipulation de l'information. Les méthodes qu'il a utilisées pour protéger sa vie privée, surveillance des médias, intimidation des journalistes, destruction d'archives, utilisation de fonds publics pour des fins privées, ont créé un modèle qui a été repris, à des degrés divers, par ses successeurs. Un ancien conseiller présidentiel qui a servi sous plusieurs présidents de la Ve République témoigne de cette continuité troublante. Giscard d'Estaing n'a pas inventé le secret présidentiel, mais il l'a systématisé. Il l'a transformé en un art. Tous les présidents qui l'ont suivi ont hérité de ce système et l'ont adapté à leurs propres besoins. Certains l'ont utilisé avec plus de retenue, d'autres avec encore moins de scrupules. Mais le principe de base est resté le même. Le président a droit à une zone d'ombre, à une vie secrète que le public ne doit pas connaître, et l'appareil d'État doit protéger cette zone d'ombre par tous les moyens nécessaires. Cette normalisation du secret et du mensonge au plus haut niveau de l'État est peut-être l'héritage le plus toxique de la présidence Giscard d'Estaing. Un héritage qui continue à empoisonner la vie politique française des décennies après la fin de son mandat. Mais il y a aussi un autre héritage, plus subtil et peut-être plus important, celui de la question non résolue. Le manuscrit Code Amazon, malgré toutes ces révélations, laisse de nombreuses zones d'ombre. Qui était vraiment l'Amazone, cette espionne présumée avec qui le président aurait joué un jeu d'espionnage mutuel? Les passages censurés du manuscrit contiennent-ils des révélations encore plus explosives que celles déjà connues? Que sont devenues les archives fantômes cachées dans des lieux secrets? La liste des 15 noms a-t-elle vraiment été utilisée comme un plan d'action, ou n'était-elle qu'un exercice paranoïaque sans conséquences réelles? Ces questions, et bien d'autres, restent sans réponse définitive. Elles alimentent les spéculations, les théories du complot, les enquêtes journalistiques qui se poursuivent des années après la mort du président. Cette incertitude persistante est peut-être la dernière manipulation de Giscard d'Estaing, sa manière de contrôler son image posthume, en laissant juste assez de mystère pour que l'histoire ne puisse jamais le juger définitivement, pour que chaque génération puisse réinterpréter sa vie et son héritage selon ses propres préoccupations et ses propres valeurs. Le gardien du manuscrit, dans une de ses dernières interventions publiques sur ce sujet, offre une réflexion finale qui résume peut-être le mieux l'énigme Giscard d'Estaing. Valéry était un homme de contradiction, dit-il, brillant et faible, courageux et lâche, honnête et menteur, tout cela en même temps. Il voulait être jugé pour ce qu'il avait vraiment été, mais il avait aussi peur de ce jugement. Il a écrit le manuscrit Code Amazon comme une confession, mais il l'a caché comme un secret. Il a voulu contrôler son héritage jusqu'au bout, mais il a aussi laissé suffisamment d'indices pour que la vérité finisse par émerger. Était-ce de la sagesse ou de la manipulation, de l'honnêteté ou de l'hypocrisie? Je ne sais pas. Peut-être que lui-même ne le savait pas. Peut-être que c'est cela, finalement, la leçon de sa vie. Nous sommes tous des êtres contradictoires, capables du meilleur et du pire, et nous passons notre vie à essayer de réconcilier ces contradictions sans jamais vraiment y parvenir. Giscard d'Estaing a simplement vécu ces contradictions à une échelle plus grande, sous les projecteurs du pouvoir, avec des conséquences plus vastes. Mais au fond, il était comme nous tous, un être humain imparfait, cherchant désespérément un sens à son existence,
et ne le trouvant jamais vraiment. Cette conclusion, à la fois compatissante et lucide, nous invite à une réflexion plus large sur la nature du pouvoir et de l'humanité. Giscard d'Estaing n'était ni un monstre ni un saint, mais un homme complexe dont les choix ont été façonnés par les circonstances de son époque, par les structures du pouvoir dans lesquelles il évoluait, par ses propres faiblesses et ses propres forces. Juger sa vie nécessite de prendre en compte toute cette complexité, de résister à la tentation de le réduire à une caricature, positive ou négative. C'est un exercice difficile, qui demande de l'empathie sans complaisance, de la rigueur sans cruauté. Mais c'est un exercice nécessaire si nous voulons vraiment comprendre non seulement Giscard d'Estaing, mais aussi la nature du pouvoir présidentiel en France, les tentations et les pièges qui guettent ceux qui l'exercent, et les leçons que nous pouvons en tirer pour construire une démocratie plus transparente et plus responsable. Chers téléspectateurs, si vous avez suivi cette histoire tragique jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il nous est important de savoir où Valéry Giscard d'Estaing est encore rappelé dans les mémoires. Et abonnez-vous à la chaîne